Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver dans cet enseignement en ligne sur l'insuffisance cardiaque. Je vais vous parler de la place de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des insuffisants cardiaques. Là, je vous rappelle que l'insuffisance cardiaque, cette maladie grave, et malgré les progrès thérapeutiques qui ont permis certes d'améliorer la survie de ces insuffisants cardiaques, ça reste quand même une pathologie grave et qui nous donne pratiquement un tiers des patients qui vont décéder dans les 5 ans. En plus des réhospitalisations fréquentes. Et cela certainement à cause, la majorité des fois, à l'arrêt de traitement, à l'erreur de prise en charge, à cause d'une formation inadaptée du patient ou bien de son entourage. Donc, l'éducation thérapeutique du patient trouve toute sa place parce qu'elle permet une participation active du patient à son processus de soins et à son suivi. Ça va éviter une progression de la maladie et ça va améliorer la qualité de vie et même l'espérance de vie de ces patients. Là, je vous rappelle que la définition de l'éducation thérapeutique du patient, c'est une définition faite par l'OMS. Ça vise à aider les patients à acquérir ou bien à maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique, en général. Et là, l'éducation thérapeutique fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient ayant une pathologie chronique. L'insuffisance cardiaque fait partie de ces pathologies qui nécessitent certainement une éducation thérapeutique. Quelles sont les finalités de cette éducation thérapeutique? Ça va permettre à la personne de mieux vivre avec son insuffisance cardiaque. De un, ça permet d'améliorer ou de maintenir, s'il y en a, une qualité de vie, l'autonomie et puis l'adhésion au traitement, élément très important dans la prise en charge de ces patients-là. Et en même temps, cette éducation thérapeutique va permettre aux patients d'éviter ou au moins de diminuer les complications et le rechute et donc le risque de réhospitalisation. Ici, la relation entre le patient, le soignant et la maladie, c'est une relation particulière, triangulaire, qu'on dit triangle pédagogique, qu'on peut l'appliquer à l'ETP. Là, le soignant, par rapport à la maladie et le traitement, va pouvoir faire son diagnostic, prescrire un traitement, informer le patient. Mais par rapport au patient, son rôle va être un rôle d'une relation d'aide. Il va accueillir le patient, le soutenir, le valoriser, il va l'éduquer, il sera un facilitateur, un accompagnateur. Ce n'est pas simplement un soignant classique. Et puis le patient, par rapport à sa maladie, il va pouvoir avoir une relation assez particulière, il va pouvoir mobiliser, il va faire des liens, il va donner du sens à sa vie avec sa maladie, il va être autrement le même. Donc, pour bien mener une éducation thérapeutique, il faut prévoir tout un programme, et un programme personnalisé. C'est-à-dire, avant de commencer une prise en charge d'un patient ayant une insuffisance cardiaque, une prise en charge en ETP, il faut faire un diagnostic éducatif. Et quand on parle de diagnostic éducatif, ce n'est pas le diagnostic de la maladie qu'on fait classiquement devant les symptômes d'insuffisance cardiaque, les signes échographiques, biologiques. Là, le diagnostic éducatif, c'est un diagnostic qui relève du patient lui-même. On s'adresse à quel patient? On va essayer de connaître l'individu, la personne devant nous qui est atteinte d'insuffisance cardiaque, quel que soit son type, qui est TP, on va se dire insuffisance cardiaque FBG préservée, insuffisance cardiaque FBG altérée, insuffisance cardiaque sur une cause secondaire, sur une CMD primitive. C'est pas ça du tout. Là, on va se concentrer sur l'être humain, l'individu. Chez un homme, une femme, quel âge, quel statut, marié, non marié, qui vit seul, qui vit avec sa famille, et qui de son stade d'acceptation de sa maladie. Quelqu'un qui en dénie de la maladie, quelqu'un qui accepte sa maladie, quelqu'un qui refuse la thérapeutique,
quelqu'un qui est complètement ignorant de sa pathologie, c'est extrêmement important de faire ce diagnostic éducatif. Et puis, formuler les compétences à acquérir, à mettre en œuvre ou à maintenir en regard d'une stratégie thérapeutique mise en place. Et ici, la formulation des compétences, ce n'est pas l'éducateur tout seul qui va le faire. Ça se fait de façon partagée avec le patient. Et d'ailleurs, c'est à lui d'identifier ses besoins, c'est les compétences qu'il a besoin d'acquérir. Un patient va vous dire, mon problème, c'est les thérapeutiques. J'ai du mal à prendre mon diurétique. Ça me donne beaucoup d'urine et ça me dérange dans ma vie. L'autre, elle va vous dire que j'ai un problème d'argent. Prendre un anti-SGLT2, c'est cher. Je n'ai pas les moyens. Et comment procéder? L'autre va vous dire que c'est l'entourage. C'est le regard de l'autre qui me dérange. L'autre, c'est plutôt par rapport à son travail. Il a du mal à maintenir une activité professionnelle vitale pour lui. Donc, chaque patient aura ses problèmes et les compétences dont il a besoin pour vivre avec sa maladie. Il faut négocier, bien sûr, ces compétences et les prioriser et les planifier de façon individuelle, mais vous allez aider ces patients à faire le bon choix dans le choix de ses besoins. Il faut communiquer ces objectifs que vous allez établir avec votre patient. Il faut les communiquer à l'équipe pluridisciplinaire impliquée dans l'éducation et dans le suivi. L'éducation thérapeutique ne se fait pas par une seule personne. C'est une équipe multidisciplinaire, là où il y a l'infirmière, là où il y a les kinésithérapeutes, la diététicienne, le cardiologue, le psychologue des fois, si vous avez des freins psychologiques par rapport à l'acceptation de la maladie. Et puis, il faut proposer d'outils pratiques. Hein. Votre patient qui a du mal à manger sans sel, son problème c'est vraiment l'alimentation sans sel, là vous allez lui proposer des outils. Vous allez voir dans votre programme des séances culinaires par exemple avec une diététicienne, comment préparer un repas sans sel mais bien assaisonné par autre chose qui a un goût correct mais qui n'est pas riche en sel. Donc, c'est très important cette alliance thérapeutique et la motivation du patient. Il faut garder la confidentialité pour que le patient sache quand il est dans un programme d'éducation thérapeutique, tout ce qui se passe est confidentiel. Il faut avoir des locaux bien aménagés, pas forcément un centre d'éducation thérapeutique. L'idéal, il y a des gens où ils ont des centres d'éducation thérapeutique, des insuffisances cardiaques. Si on n'a pas, il faut même avoir une salle à l'hôpital, la consultation, c'est faisable. Mais il faut une bonne qualité d'accueil, il faut une disponibilité, il ne faut pas appeler les gens pour une séance d'éducation thérapeutique quand on n'est pas disponible. Il faut avoir une reconnaissance des expériences antérieures du patient. Il faut avoir des moyens de communication, c'est-à-dire en posant des questions, il faut utiliser des questions ouvertes qui vont permettre au patient de s'exprimer. Il faut reformuler chaque fois que le patient parle et verbalise, vous devez reformuler pour montrer l'intérêt que vous donnez à votre patient et vérifier la compréhension, que vous avez bien compris les propos du patient. Il faut synthétiser à la fin pour arriver à identifier l'objectif de la conversation. Il faut donner les informations de façon progressive, la progressivité dans la délivrance des informations. Il faut suivre le rythme de patient, ne pas donner une information qui peut être choquante des fois ou peut-être perturbante pour le patient. Il faut être clair dans l'échange. Il faut avoir, bien sûr, le consentement du patient à chaque étape du programme. À la fin du diagnostic éducatif et pour bien établir votre programme, il faut un contrat d'éducation. Que souvent, vous allez trouver au centre le patient, ce qu'il sait, ce qu'il fait, et ce qu'il veut savoir, ce qu'il veut faire. Hein. Donc là, il va identifier, par exemple, sa maladie, qu'est-ce qu'elle sait par rapport à sa maladie, les symptômes, les causes, les conséquences, les complications, s'il y a des problèmes, s'il y a des failles, s'il ne connaît pas certaines informations, il faut prévoir des séances pour lui expliquer sa maladie, pour lui éduquer dans le sens de reconnaissance des symptômes de sa maladie, par exemple. Les résultats d'analyse, comment interpréter une BMP, comment interpréter une biologie, un iono, une calémie, c'est important. La surveillance, qu'est-ce qu'il doit surveiller? Et quand tu surveilles la prise de poids, s'il prend 2 kilos dans 2 jours, c'est grave, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ses médicaments, il faut qu'il connaisse ses médicaments.
le type de médicament, les noms, des dosages, tout ça, les effets indésirables éventuels, il faut qu'ils les connaissent. L'activité physique, quel sport peut-il faire? Que faire à la maison? Quelle surveillance? Et puis l'alimentation, qu'est-ce qu'il doit manger? Qu'est-ce qu'il ne doit pas manger? S'il est amené à manger à l'extérieur, comment procéder pour ne pas manger salé? S'il est invité dans une fête ou s'il va manger dans un restaurant, que faire en cas de problème? Hein, s'il a une dyspnée aiguë, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui doit-il appeler? Que faire avant d'aller appeler les secours? En attendant que les secours viennent, quels sont les gestes salvateurs? Tout ça doit être fait avec votre patient lors d'un contrat éducatif. Moi, je trouve que la meilleure chose pour expliquer l'éducation thérapeutique, c'est comme un tango, c'est comme la danse de tango. C'est-à-dire au début, il faut écouter la musique interne du patient, hein. Il faut voir c'est quoi ses soucis, qu'est-ce qui lui manque, il a besoin, ses besoins. Et les besoins sont réellement individuels. Tous les insuffisants cardiaques ne sont pas tous kiff-kiff, certes. Il faut respecter le rythme du patient. Il y a des patients qui ont besoin d'une seule séance, hein, pour comprendre l'équivalent du sel en sodium. Ça, il faut une séance, il comprend tout. Il y en a d'autres qui font d'autres séances. Il faut plus d'explications parce qu'il a du mal à assimiler. Et puis, il faut suivre et guider le patient, hein. Il faut vraiment ne pas bousculer le patient. C'est comme dans la danse du tango, sinon vous allez lui toucher le pied et ça va faire foirer la danse. Ça, c'est une parole et c'est une plaque que je dois à professeur Alain Gollet qui disait que le bon soignant, il devrait regarder le patient avec les lunettes du patient, pas avec ses lunettes à lui. Il faut se mettre à la place du patient. Il faut être vraiment empathique. Il ne faut pas être sympathique ni antipathique, c'est clair, mais il faut être empathique, il faut être compréhensif. Il faut donner le temps au patient de s'exprimer pour le bien comprendre. Il y a des recommandations par rapport à cette éducation thérapeutique du patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique, hein. C'est une proposition par la Société française de cardiologie. Là, il explique les acquisitions que doit avoir le patient, les objectifs, il propose des objectifs éducatifs et d'outils dans l'insuffisance cardiaque, des outils de type cognitif, comme la connaissance de la physiologie, de physiopathologie du cœur sain, connaître la physiopathologie du cœur malade, insuffisant, hein, c'est pour expliquer succinctement c'est quoi l'insuffisance cardiaque, connaître les principaux signes cliniques. Le patient doit connaître pourquoi il fait de la dyspnée, quelle est la relation avec sa maladie. Et puis, un savoir-faire, hein, il propose des séances pour acquérir des compétences d'autosurveillance. Autosurveillance par rapport au poids, agir en fonction de l'observation faite. Si je remarque que mon poids augmente d'un certain kilo, il faut que je prenne plus probablement de diurétique. À quel moment je dois appeler mon médecin ou partir aux urgences? Un savoir-être aussi, la connaissance il faut reconnaître les compétences de chacun, comprendre l'acquisition de ces compétences, ça va permettre d'améliorer la qualité de vie, hein. C'est comprendre le traitement médicamenteux, et qui n'est pas le seul, qui doit être mis en place. Il faut penser aux moyens de surveillance, il faut penser au régime alimentaire, tout ça est extrêmement important. Les recommandations de l'USC 2011 aussi insistent sur cette éducation thérapeutique du patient, sur le fait qu'il doit être branché à un programme d'éducation thérapeutique pour acquérir des compétences qui leur permettent de mieux vivre avec leur maladie. Est-ce qu'il y a un intérêt? Certes, il y a un intérêt même sur le plan général, il y a un intérêt de cette éducation thérapeutique chez le patient, sur le patient, diminution du nombre d'hospitalisations, diminution de cas de mort subite, mais aussi une diminution du coût par rapport à la santé. En résumé, l'éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque, c'est une approche centrée sur le patient. Le patient est au centre du soin. Il faut comprendre le patient, comprendre l'individu. Il faut partager la décision. Il ne faut pas lui donner des décisions préétablies. C'est à lui de les chercher, de l'identifier avec son éducateur. Il faut négocier des objectifs réalisables, hein. Si votre patient refuse de manger sans sel, il faut savoir négocier pour avoir un demi-salé au début, éviter les choses hyper salées, puis après, petit à petit, on va y arriver. Rechercher des motivations externes et internes, ça veut dire qu'on doit avoir une bonne compréhension du personne, un bon diagnostic éducatif.
renforcer le succès. Chaque fois qu'il fait un succès, qu'il perd du poids, qu'il mange un peu moins salé, il faut le motiver, il faut le renforcer, il faut utiliser les difficultés, il faut gérer les faux pas de votre patient. Ça veut dire il faut avoir beaucoup de compétences en communication, en pédagogie quand on est éducateur thérapeutique. C'est une approche qui me permet certainement une meilleure qualité de vie pour le patient. C'est efficace pour l'observance thérapeutique, c'est efficace pour diminuer les complications et il y a aussi une efficience par rapport au coût de la santé. Donc, le patient n'a jamais tort, ni raison. Il pense tout simplement différemment. Pensez-y. Chaque fois que vous êtes devant un patient, chaque patient est unique. Il a le droit de regarder les choses différemment selon son contexte, sa vie, ses croyances, ses habitudes, son entourage. Donc, il faut vraiment respecter le patient au total. Donc, l'UTP de l'insuffisance cardiaque est un processus de soins à long terme. Hein, donc, le patient doit être un gestionnaire d'une grande partie de son soin. C'est une prise en charge qui est biomédicale, psycho-socio-pédagogique, certes, mais doit être centrée sur le patient. Et ça doit être une belle coopération entre soignants, avec S, tous les soignants, pas un seul, pluridisciplinaire, et le soigné. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était bénéfique pour vous, cette capsule. Et n'oubliez pas que les sciences ne peuvent suffire à elles seules pour comprendre le mystère que constitue chaque personne individuelle. Chacun est unique, pensez-y. Il faut savoir respecter vos patients, surtout quand ils sont en insuffisance cardiaque. Et je vous remercie.